Il n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes ravis d'écouter Emri Jaquilla, président de la CAMIF. Ma mission d'entrepreneur, c'est de changer le monde de l'intérieur. Et moi, je crois aujourd'hui qu'il y a un vrai besoin d'entrepreneuriat pour réinventer nos modèles, réinventer notre économie, pour la rendre tout simplement soutenable et pour adresser les défis qui sont des défis uniques dans l'histoire de l'humanité. Je pense que l'entrepreneur et l'entreprise a un rôle primordial et critique en fait à jouer. Et voilà, donc je pense que ça devrait être la mission de tous les entrepreneurs de vouloir changer le monde. Je pense que l'entreprise de demain, elle sera fondamentalement différente de celle d'hier. Et la première chose qu'on attend d'une entreprise aujourd'hui, c'est qu'elle contribue positivement et qu'elle soit utile pour le monde. Et contribuer positivement nécessite un travail d'introspection sur pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si elle n'existait pas et qu'est-ce qui serait différent si au contraire tous les acteurs du même marché ou de la même filière pouvaient adopter ces bonnes pratiques. Et pour CAMIF, ça a été un chemin après la relance de 2009 où on a rebâti une proposition de valeur très différente de ce qu'a fait la grande distribution depuis 20 ans, qui consistait à aller chercher toujours plus cher, enfin moins cher, plus loin. Nous, on a fait probablement le parti pris inverse, miser sur la qualité, sur le local, sur le durable. Et la question de finalement l'impact positif du modèle, elle s'est posée tout de suite parce que quand on a relancé, c'était en faillite. CAMIF s'est créé en 47, ça fait faillite en 2008. Et j'ai compris tout de suite que si on voulait avoir une chance de réussir, il fallait qu'on mette l'impact positif sur des enjeux sociaux pour le territoire, sur des enjeux environnementaux pour la transformation et l'accompagnement de la filière de l'ameublement et de nos fabricants. Aujourd'hui, on travaille avec 125 fabricants qui représentent 75% de notre chiffre d'affaires. Mais la question finalement du sens qu'on voulait donner au projet, on l'a eu un peu après, et elle a été nourrie par un chemin qu'on a fait, qui a pris du temps, qui était assez long, qui était lié à la rencontre des chercheurs Blanche Ségrestin et Armand Hattuel à l'école des mines de Paris, qui avaient théorisé au moment de la crise financière de 2008 en disant en fait c'est pas une crise financière, c'est la crise de l'entreprise. Et à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout, on a juste oublié pourquoi l'entreprise existe et que ça il faut le dire, et il faut le sécuriser, il faut le crédibiliser, et c'est tout l'enjeu de la mission. Donc on a mis 2 ans et demi pour formuler notre mission qui tourne autour de l'impact positif qu'on cherche à avoir sur la consommation responsable, sur la production locale, sur l'économie circulaire, et on a inscrit cette mission dans nos statuts en 2017. Et ça a été pour nous un formidable levier pour à la fois redonner du sens encore plus fortement qu'on en avait déjà dans le projet CAMIF, réengager les collaborateurs mais aussi l'ensemble des parties prenantes, nos fournisseurs à qui on demandait beaucoup d'informations sur comment utiliser leurs produits. Et puis c'était un accélérateur de la transformation de notre modèle, notre métier est en train de changer, on est en train de passer du métier historique de CAMIF qui était distributeur à un métier d'éditeur, on développe nos propres collections en économie circulaire en France. Et ça a été vraiment pour nous un levier à la fois d'innovation, d'engagement et finalement de performance. Je prends souvent l'exemple du matelas qu'on a sorti l'année dernière, qui est le fruit de 4 ans de travail, qui est le premier matelas en économie circulaire. Donc c'est un matelas fabriqué à partir de biomatelas recyclés. Et c'est une première boucle d'économie circulaire dans la filière électrique. Et ce projet, il illustre bien pour moi 2 choses essentielles dans comment on fait pour finalement transformer nos modèles. Bon, oui, on va redonner du sens, affirmer la mission, c'est bien. Et ensuite, on va devoir transformer en profondeur notre offre, et ça va prendre du temps. Donc, il y a aussi accepter ce temps long et en termes d'ouverture aussi de l'entreprise, comprendre qu'on ne transformera pas le monde tout seul, on ne changera pas le monde tout seul. On a besoin de coopérer, on a besoin de nouvelles formes de coopération, de coopétition parfois. Et c'est ça, le matelas de Timothée, ça a été le fruit de 4 ans de travail, d'une coopération avec une start-up qui faisait de l'économie circulaire, du recyclage de vieux matelas en Ardèche, un éco-organisme, un institut technique, un fabricant à Niort de matelas. Et il illustre bien ce projet que la mission, en fait, elle est vraiment au cœur de l'offre, au cœur du modèle économique de l'entreprise. C'est là où elle se distingue d'ailleurs de la RSE, c'est vraiment la mission est au cœur, elle transforme en profondeur l'offre. Et elle crée une triple, enfin pour nous, ça a créé une triple valeur, une valeur économique, une valeur sociale et une valeur environnementale. Une valeur économique parce que ce matelas qui était un peu plus cher avant la crise ukrainienne, aujourd'hui avec l'inflation sur les matières premières, en particulier sur la mousse issue du pétrole, il est devenu plus
économique, moins cher à produire. Donc c'est un matelas qui contribue à augmenter nos marges dans un contexte où toutes les matières premières ont explosé. Le deuxième bénéfice, c'est le bénéfice social. On a sur l'économie circulaire, c'est forcément du local. On a pu faire une étude d'impact pour montrer que quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois en France qu'on soutient directement, et une étude environnementale avec l'analyse du cycle de vie du produit. Ce matelas, c'est 45% de CO2 en moins que le même matelas issu du pétrole, de la mousse issue du pétrole. Donc là, on arrive à réconcilier finalement les enjeux économiques et les enjeux socio-environnementaux. Et je pense que c'est ça tout le cœur des défis qui nous attendent demain. Trouver un modèle rentable, mais également soutenable. En fait, je pense que la croissance ou décroissance, c'est pas tellement le sujet, parce que quand moi je suis venu ici en vélo, j'ai sans doute contribué à faire de la décroissance. J'ai pas pris de voiture, j'ai pas acheté de voiture, j'en ai plus d'ailleurs. J'ai pas mis de pétrole dans mon vélo. Et puis bon, même si je suis arrivé un peu transpirant, j'ai pris mon vélo. Ça, c'est de la décroissance, mais finalement, on peut se dire, bah oui, mais en fait, c'est une sorte de sobriété heureuse. En fait, l'enjeu clé, c'est quoi? C'est que le progrès, il serve à quelque chose. Il serve au bonheur, il serve à préserver une planète pour nos enfants et pour les générations futures, parce que sinon, ça sert à quoi? D'accumuler, d'avoir toujours plus. Je suis pas sûr que la croissance soit un but en soi, en fait. Je pense que ce qui est important, c'est que on se sente utile dans nos vies, que nos entreprises soient utiles et qu'on considère nos entreprises non pas comme des machines à créer de la valeur économique et du profit et toujours plus, mais comme une sorte d'organisme vivant qui doit contribuer à l'écosystème dans lequel elle est, et qui doit, on entend beaucoup le terme en ce moment d'entreprise régénérative, régénérer le vivant, parce que si on ne le fait pas, on va disparaître. Donc, je crois qu'on est à un tournant en ce moment, et on est probablement la première génération à avoir pris conscience du lien direct entre nos modes de vie et ce qu'on observe en termes de dérèglement du climat, des problèmes de biodiversité, etc. Mais on est aussi la dernière génération à pouvoir agir. Et qui peut le mieux agir? Est-ce que c'est les citoyens? Non. Tout seul, on ne peut pas grand-chose en fait. Les consommateurs, c'est pareil. Il y a une étude de Carbone 4 qui montre que si tous les consommateurs arrêtaient de prendre leur voiture pour les trajets de moins de 3 km, ne prenaient plus l'avion et ne mangeaient plus de viande, on n'aurait fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. C'est-à-dire que les 75 autres % du chemin sont à faire par les entreprises. Ça met de sacré... voilà. Quand on regarde les États, pour dire oui, c'est pas le rôle de l'entreprise de s'occuper d'enjeux politiques ou d'enjeux sociétaux. Les États, si on regarde les COP successives, depuis la première COP qui était en 95 où il y avait 365 particules par million dans l'atmosphère de CO2, aujourd'hui on est à 427. Donc les États ne peuvent pas tout, même s'ils peuvent beaucoup avec le contexte, avec l'arme réglementaire, avec la fiscalité, avec la commande publique, mais finalement, les acteurs qui peuvent le plus changer la donne, c'est les entreprises. Et ça, c'est ma conviction, c'est que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition, et il faut l'activer. Et je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui une place très importante pour les entrepreneurs à prendre pour inventer un nouveau modèle, parce qu'il ne s'agit pas de reprendre les recettes du passé pour régler les problèmes, ça ne marchera pas. Il faut réinventer le modèle, il faut réinventer l'économie. C'est passionnant, c'est exigeant, mais ça demande des entrepreneurs qui ont de l'audace et qui ont des idées. Alors j'ai cofondé la communauté des entreprises à mission en 2018, qui est une association pour accompagner les dirigeants précisément sur ce chemin de l'entreprise à mission, pour des dirigeants qui de plus en plus nombreux cherchent à rendre leur entreprise plus contributive pour la société, parce qu'ils ont aussi fait le lien entre la performance économique et l'utilité de leur boîte. On le voit très bien sur la marque employeur, sur l'engagement des collaborateurs, sur l'innovation à l'intérieur de l'entreprise et donc sur la performance. Et en même temps, il y a besoin d'un cadre, il y a besoin d'un modèle si on veut d'abord structurer l'engagement et le pérenniser et le crédibiliser. Et en fait, ce cadre qui a été inventé par ces chercheurs, qui a été expérimenté par Camif et par quelques autres,
on a souhaité le faire connaître et le développer au plus grand nombre. Et puis on a eu la chance qu'en poussant un peu, ça soit dans la loi, avec la loi Pacte en 2019. Aujourd'hui, près de 1500 sociétés à mission en France, sachant que c'est pas un modèle qui est que français, il existe aussi en Italie, il existe aussi en Espagne depuis l'été dernier, donc on est en train d'inspirer aussi d'autres pays, en Belgique, en Suède. Et moi, je milite d'ailleurs pour un cadre européen de l'entreprise à mission, parce que je pense qu'il y a un enjeu de souveraineté européenne par rapport au capitalisme chinois ou américain qui ne partagent pas tout à fait les mêmes valeurs que nous, et qui n'ont pas forcément une vision aussi avancée que nous sur le rôle de l'entreprise et sur la possibilité de réconcilier l'économie et l'écologie, en gros. Et voilà, donc je pense que la communauté, elle a pour vocation à offrir ce cadre de partage aux dirigeants, pouvoir continuer à enrichir ce modèle et le faire connaître, le déployer en France, sur les territoires et en Europe. Mon message, c'est qu'il y a une urgence à activer l'entreprise comme ce levier de transformation de la société, que c'est un chemin passionnant de s'interroger sur finalement la mission de l'entreprise et sa contribution positive pour l'homme et pour la planète, et que l'entrepreneur est le mieux placé pour faire tout ça. Donc j'aurais envie de vous dire, engageons-nous et transformez toutes vos entreprises en entreprises à mission.